Comme chaque saison, les traditionnels essais hivernaux ont eu lieu cette semaine à Barcelone. Enfin des essais? Pas vraiment. Appelez plutôt ça des séances privées de 3 jours, non télévisées, qui ont permis aux écuries de tester leur monoplace en piste pour la première fois de l'année. Esteban Ocon et Pierre Gasly ont pu tester leur nouvelle machine, Carlos Sainz a énormément roulé, et Lewis Hamilton s'est amusé à espionner discrètement les autres écuries. 6 jours de tests sont au total prévus cette année, 3 à Barcelone donc, et 3 à Bahreïn. Ces derniers sont sans aucun doute les plus importants, mais ceux de Barcelone ont quand même livré certains enseignements. Avant d'en parler, une petite mise en contexte est nécessaire. À quoi servent ces essais? Et sont-ils représentatifs de la performance réelle des voitures? Détendez-vous, on analyse ça ensemble. De la théorie à la pratique. Cette expression pourrait résumer l'objectif traditionnel des essais hivernaux. Si chaque écurie travaille depuis plus d'1 an sur le monoplace version 2022, la vérité sera toujours celle de la piste. Les règles sont simples. Les tests commencent le matin, terminent le soir, les pilotes réalisent autant de tours qu'ils veulent, mais le nombre de pneus fixe finalement une certaine limite que les équipes ne dépasseront pas. Le premier jour des essais sert généralement à vérifier que toutes les pièces de la voiture fonctionnent convenablement. En course, les Formule 1 sont équipés d'un peu plus de 300 capteurs qui servent à vérifier la fiabilité des monoplaces. Lors des essais, ce nombre évolue sensiblement, et l'objectif, c'est d'obtenir des données qui pourront être comparées aux simulations réalisées pendant l'hiver par les pilotes et les ingénieurs. Car entre décembre et février, ne vous y trompez pas, les 20 pilotes de la grille n'ont pas seulement passé leur temps à se la couler douce sur une plage aux Maldives, non. Les monoplaces que vous voyez en piste sont le résultat de jours et de nuits de travail. Si les simulations correspondent à la réalité sur la piste, l'équipe a déjà fait un grand pas en avant vers ce qu'on peut appeler l'extraction du véritable potentiel de la voiture. En revanche, si les résultats sont différents, les équipes devront peut-être modifier, voire même concevoir de nouveau certains composants, pour garantir la fiabilité et la performance. Vous n'avez pas pu rater ces grandes barrières métalliques qui accompagnent les voitures en piste. Celles-ci sont utilisées pour comprendre l'aérodynamique et mesurer les pressions exercées autour de la monoplace. On peut observer notamment ce qu'on appelle des tubes pitot ou des sondes de Kiel, qui permettent de vérifier la corrélation des données entre les simulations CFD, la soufflerie et la réalité. Voilà les amis, ça c'est pour la partie technique pure et dure. Le deuxième aspect très important de ces essais est tout simplement le pilote. Et oui, que ce soit pour Lewis Hamilton, Lance Stroll, Lando Norris ou tous les autres, il y a un certain nombre de fondamentaux à regarder. La position du siège, les sensations au niveau de la conduite, les freins, et bien d'autres détails qui sont essentiels pour le confort du pilote. D'ailleurs, les essais ne suffisent parfois pas. Certains pilotes doivent attendre longtemps avant de se sentir à l'aise dans la voiture, par exemple Daniel Ricciardo la saison dernière. Une fois que les réglages entre guillemets basiques de la voiture sont réglés, le pilote peut alors se concentrer sur la performance en elle-même. Son équipe lui propose plusieurs mises en situation en piste, avec comme objectif d'en apprendre le plus possible sur la voiture et ses réactions sur différents circuits et dans tout type de conditions. Pour ces premiers essais, l'objectif numéro 1 n'est pas de régler la monoplace en mode qualification et de faire des tours ultra rapides, non. Les ingénieurs vont plutôt passer leur temps à essayer un tas de configurations différentes pour comprendre l'adaptation de leur bolide de pneus par exemple, un paramètre très important puisqu'on passe à des pneus 18 pouces cette année. Tout ça pour dire que si vous voyez Latifi terminer devant Hamilton, ne soyez pas étonnés. Les essais en F1 sont également le moment de comparer ta monoplace avec celle de tes concurrents. À ce stade, ça reste très compliqué de déterminer quelles écuries seront les plus rapides, mais c'est intéressant de comparer les réactions des voitures à certains phénomènes nouveaux, comme l'effet de sol par exemple. Ça on va l'évoquer un tout petit peu plus tard. En tout cas, c'est l'occasion de voir si certains n'ont pas réservé quelques petites surprises. On se souvient tous du DAS en 2020 par exemple. Cette saison, les essais hivernaux sont d'une importance capitale, puisque comme vous le savez, de nouvelles réglementations chamboulent vraiment tout dans la voiture, comme si les équipes repartaient de zéro. La philosophie entière de développement de la monoplace est radicalement différente. Des changements importants sont par exemple liés à l'aérodynamique, au carburant qui passe à 10% d'éthanol ou aux pneus 18 pouces, mais il y a de nombreux autres éléments qui influencent la performance. Vous l'avez sûrement constaté lors de la présentation des monoplaces, tant les différences de design à l'avant, à l'arrière ou au milieu de la voiture sont flagrantes. Voilà, à présent, vous savez à quoi servent les essais de Barcelone. Mais maintenant, entrons dans le vif du sujet. Que s'est-il passé? Quelles informations retenir? On regarde ça ensemble, tout de suite. Procédons méthodiquement. Je ne vais vous parler que très peu des résultats, des temps en eux-mêmes, puisque je considère qu'à ce stade, ils sont très peu révélateurs du vrai niveau de performance. En revanche, les écuries ont rencontré des problèmes et des succès qui nous livrent des informations intéressantes. D'abord,
Tous les pilotes ont pu couvrir un très grand nombre de tours durant les 3 jours d'essai. Ça peut sembler normal vu la révolution technique qui vient d'arriver, mais souvenez-vous des changements réglementaires de 2014. Seulement 93 tours ont pu être réalisés le premier jour des essais, contre 1104 mercredi dernier. C'est donc une bonne chose, et c'est certainement lié à une bien meilleure préparation. Malgré ça, quelques équipes ont connu des difficultés pendant ces 3 journées. As en premier lieu. Déjà, l'écurie américaine est confrontée à des problèmes géopolitiques évidents. Mais bon, ça ce n'est pas ma spécialité, et si vous le voulez bien, je vais me concentrer sur les performances de la voiture. As n'a pu faire que 43 tours lors du premier jour de test, puisqu'ils ont connu une fuite de leur liquide de refroidissement, qui a endommagé le fond plat. La suite a été un petit peu meilleure pour eux. Schumacher a pu rouler beaucoup plus le lendemain, mais une fuite d'huile a empêché Mazepin de rouler plus de 9 tours vendredi matin. C'est pour l'instant l'équipe avec le plus de soucis de fiabilité. Alfa Romeo est également au centre de l'attention, à cause de ses problèmes mécaniques. Ils n'ont pu compléter que 32 tours, puisque selon leurs propres termes, quelque chose a cassé dans la voiture, sans indiquer ce que c'est, vachement utile. Mais les problèmes d'Alfa Romeo semblent liés à un phénomène récurrent pendant les tests, le porpoising, ou le marsouinage en français. C'est un problème lié à l'effet de sol, qui donne l'impression que la monoplace rebondit sur la piste, comme un ballon de basket. Je vais vulgariser, mais pour faire simple, cela arrive lorsque la voiture connaît un changement de pression soudain, ou lorsque le fond plat entre en contact avec la piste. La monoplace perd alors son appui, mais se rehausse brièvement, ce qui donne cette impression de rebond. Je vous laisse en description un article de Motorsport, qui vous expliquera ce sujet assez technique beaucoup mieux que moi. Toutes les équipes ont rencontré des problèmes avec ça. Ferrari par exemple s'y attendait. Mais Mattia Binotto pense que toutes les écuries ont largement sous-estimé ce problème. L'objectif maintenant sera de rectifier le tir sans compromettre la performance. Ces essais étaient également l'occasion de vérifier sur la piste si les prédictions de la F1 concernant les points faibles et les points forts de la voiture sont exactes ou non. Alors ça s'est en partie confirmé. L'effet de sol est bel et bien de retour, ce qui permet au F1 d'être plus rapide dans les virages et dans les lignes droites. C'était à prévoir. Surtout, les voitures semblent pouvoir se suivre plus facilement, comme rapporté par Charles Leclerc, Lando Norris ou George Russell. Mais un effet un petit peu moins attendu est la perte de performance dans les virages lents. Comme vous le savez, les monoplaces sont plus lourdes qu'auparavant, ils n'ont pas les mêmes systèmes hydrauliques ni les mêmes suspensions. Les F1 version 2022 sont donc très lentes dans les virages à faible vitesse, et nul doute que toutes les écuries travaillent d'arrache-pied pour régler le problème. Pour continuer sur les écuries qui ont des soucis de fiabilité, Alpine a connu quelques difficultés, en particulier lors du 3e jour d'essai. L'écurie française évoquait des problèmes hydrauliques sur la voiture de Fernando Alonso, et l'arrière de la voiture s'est enflammé. Les Français ont dû mettre fin prématurément à leur séance d'essai vendredi, et c'est évidemment une grande déception de perdre un jour d'essai si important. On note aussi quelques soucis avec le DRS pour Alpine, qui doit se ressaisir d'ici aux essais de Bahreïn. Aston Martin n'était pas non plus au top. Ils ont perdu une demi-journée de test vendredi après-midi suite à une fuite d'huile sur la voiture de Sebastian Vettel. Ils sont également l'une des équipes avec le plus de problèmes au niveau du porpoising, mais bon, ça ce n'est pas franchement étonnant. Du côté des grosses équipes, Mercedes a connu quelques difficultés, notamment du côté de Lewis Hamilton. Ses ingénieurs ont déclaré avoir eu des soucis avec les capteurs de sa voiture, ce qui ne leur a pas permis de récolter toutes les données nécessaires pour comprendre la monoplace. Hamilton s'est aussi plaint de l'équilibre de la voiture et a semblé avoir du mal à s'adapter aux nouveaux pneus. Son nouveau coéquipier, George Russell, a connu moins de problèmes, mais juge que Mercedes est en retard par rapport à 2 autres équipes du plateau, Ferrari et McLaren. Selon lui, ces 2 écuries paraissent avoir tout simplement mieux travaillé qu'eux pendant l'intersaison. Ils ont une maîtrise de la monoplace assez impressionnante, dans toutes les situations, avec beaucoup de carburant, peu de carburant, et surtout, elles se sont très bien adaptées aux nouveaux pneus. Bon, on connaît la stratégie de Mercedes, ils cherchent à minimiser leur niveau pour ne pas trop se mettre la pression. Mais les propos de George Russell ne sont pas entièrement faux. McLaren a effectivement réalisé des chronos intéressants, et a impressionné par la stabilité de sa voiture. Les pilotes ont pu rouler plus de 100 tours chacun, ce qui laisse transparaître une fiabilité qui leur a quelquefois fait défaut en fin d'année 2021. La clé d'une bonne saison pour eux pourrait être Daniel Ricciardo, qui la saison dernière a connu quelques difficultés, mais cette année, il semble plus à l'aise. Il a déclaré à l'issue des tests se sentir très confortable dans la voiture, et espère que ces 3 jours réussis vont permettre à son équipe de se concentrer au maximum sur les petits défauts qu'il reste à gommer d'ici à Bahreïn. C'est une équipe en progression chaque saison, et ne pas avoir connu de soucis majeurs à Barcelone est un signe encourageant pour la suite. Ferrari est l'autre équipe qui a brillé pendant les tests. Ce n'est pas étonnant puisque l'écurie italienne a été l'une des grandes gagnantes des changements réglementaires au niveau de l'aérodynamique. En terminant 6ème du championnat en 2020, Ferrari a bénéficié d'un temps en soufflerie beaucoup plus important que ses principaux rivaux pour le titre, et en a largement profité, ça s'en est ressenti en piste. Carlos Sainz et Charles Leclerc n'ont pas rencontré de soucis majeurs, et ont pu réaliser des performances plus que correctes. Sainz est d'ailleurs le pilote qui a le plus roulé.
Pour autant, Mattia Binotto estime que son équipe reste un outsider par rapport à Red Bull et Mercedes. Il pense que Toto Wolff et Christian Horner cachent bien leur jeu, et que Ferrari ne sera pas à leur niveau d'ici à Bahreïn. Red Bull, justement, a été un peu plus en difficulté, notamment par le biais de Sergio Pérez. Sa voiture a connu une défaillance mécanique lors du deuxième jour des tests, et il a dû quitter son véhicule prématurément après 38 tours seulement. L'écurie autrichienne a jusqu'à présent dévoilé très peu de choses, mais a été obligée de révéler quelques secrets de fabrication lors de ses tests. Ce qui choque vraiment, ce sont les sidepods qui semblent immenses. Est-ce un coup de génie d'Adrian Newey? À quel point cette voiture est rapide? On en saura plus d'ici quelques semaines. Quant aux deux écuries dont nous n'avons pas encore parlé, AlphaTauri semble aussi rapide, mais ça reste à confirmer. Pierre Gasly a connu un crash sans gravité vendredi, mais globalement, la voiture a l'air assez solide. Pareil pour Williams qui a eu quelques difficultés techniques, mais la FW44 est fiable. Albon et Latifi ont pu enchaîner les tours sans trop de problèmes, ce qui est un vrai pas en avant quand on sait d'où ils viennent. En conclusion, on a pu observer que les mastodontes de la Formule 1 sont pour l'instant au rendez-vous. McLaren a surpris positivement, et l'on espère pour eux qu'ils pourront apporter encore davantage d'améliorations pour jouer devant. Côté déception, Haas et Alfa Romeo doivent faire mieux. Surtout, régler leurs problèmes de fiabilité. C'est à ça que servent les essais finalement. Il vaut mieux que ça arrive maintenant plutôt qu'au premier Grand Prix de la saison. Ils semblent un peu à la traîne par rapport aux autres écuries, alors j'espère qu'ils vont rectifier le tir. Il est encore trop tôt pour dire ce que valent les monoplaces de manière générale, et les chronos ne sont certainement pas à prendre au sérieux. Les tests de Bahreïn nous donneront une autre vérité. Alors, je vous donne rendez-vous le 10 mars. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ces essais de Barcelone? Quelles équipes vous ont surpris ou déçu? Dites-moi tout en commentaire et je suivrai ça avec attention. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si celle-ci vous a plu, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Je vous retrouve très vite pour du nouveau contenu. Salut, à la prochaine!